Les juges, bonjour. Stéphanie Turcotte, procureure de la Plante. Mon collègue Patrick Bérubé et moi représentons Maître Marie-France Haddad dans le présent litige. Un litige, disons-le tout de suite, qui nous place dans une situation bien particulière. Certes, le préjudice subi par l'intimé est des plus malheureux, mais la Plante n'en est pas pour autant tributaire. L'intimé intente le présent pourvoi contre la mauvaise personne. En réalité, il intente ce recours faute de ne pouvoir le faire contre le véritable auteur de son préjudice, François Aymon, ou encore contre l'ancien employeur de ce dernier, Datanet. Comme le révèle la preuve au dossier, aujourd'hui, François Aymon a été ouvert tandis que Datanet a cessé toute activité et ne possède plus d'actifs. L'intimé se rabat donc contre la Plante, avec qui, comme le démontra ma plaidoirie, il n'a pourtant entretenu aucun lien de nature contractuelle. De plus, il est impossible d'intenter à la Plante une quelconque commission de ses fautes déontologiques. Mon collègue vous démontrera ensuite que la Plante n'a pas non plus commis de fautes de nature extra-contractuelle. L'obligation de conseil ne peut donc avoir comme source ni le contrat, ni les obligations déontologiques, ni la responsabilité extra-contractuelle. Mon collègue s'attardera aussi à vous démontrer que la Plante n'a pas pu participer à la violation des droits fondamentaux de l'intimé. Pour un exposé plus en détail des faits faisant l'objet du litige, je vous propose de vous référer au jugement de première instance ainsi qu'à notre mémoire. Je vais donc commencer ma plaidoirie. Je vous réfère au premier point de notre mémoire, débutant au paragraphe 16 et portant sur l'inexistence d'une obligation de conseil de nature contractuelle. Le contrat ne peut être la source de l'obligation de conseil pour une raison bien simple. Aucun contrat ne lie la Plante à l'intimé. Avec respect, c'est à tort que le juge de première instance a conclu à l'existence d'un contrat de service juridique tacite et à titre gratuit. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'intimé n'a jamais formulé de demande de conseil juridique. C'est pourtant l'objet du contrat de service juridique. Comme l'énonce l'article 2098 du Code civil du Québec, l'objet du contrat de service est de fournir un service, bien évidemment. En l'occurrence, la Plante est avocate. On l'engage donc dans le cadre d'un contrat de service pour qu'elle fournisse une opinion, un conseil, un avis juridique. Mais comme le révèle la preuve, l'intimé a manifesté sa surprise et son inconfort à la Plante. Il lui a ensuite demandé pourquoi ce qui lui paraissait aussi simple lors de l'échange de courriel intervenu avec François Aymon était devenu un document de 24 pages. Il a donc questionné la Plante sur la apparente complexité du document, sur sa longueur. Il a exprimé ses inquiétudes face aux intentions de Datanet, le client, mais aussi le client de la Plante et son co-contractant. Entendons-nous bien ici. L'offre n'a pas besoin d'être formelle, elle peut même être implicite. Mais que l'offre soit explicite ou implicite, il doit s'en dégager une intention d'être lié, de contracter. C'est ce qu'annonce l'article 1388 du Code civil. C'est aussi ce qu'a précisé votre cour dans l'affaire Owick Apparel citée au paragraphe 19 de notre mémoire. L'offre se doit d'être sérieuse, paragraphe 19. L'offre se doit d'être sérieuse, précise et ferme quant à l'intention de contracter. Ce qui aurait été le cas si l'intimé avait demandé à la Plante de devenir son avocat. Il aurait par exemple pu le faire en la questionnant sur la teneur des obligations qu'il s'apprêtait à conclure ou par exemple sur l'interprétation à donner à telle clause du contrat. Bref, s'il avait questionné la Plante sur le contenu et non seulement sur la forme du document présenté. Quant à l'acceptation, la Plante a répondu aux interrogations de l'intimé par courtoisie. Elle l'a d'ailleurs fait au meilleur de ses connaissances et de son expérience acquise en tant qu'avocate de l'entreprise. C'est un point sur lequel je vais revenir. La Plante n'a jamais fourni de conseil juridique. Je crois d'ailleurs qu'ici, ce n'est pas un point au litige, puisque les procureurs de l'intimé fondent leur recours sur la violation d'une éventuelle obligation de conseil. La Plante n'a donc jamais conseillé l'intimé, on s'entend ici les deux parties. Toutefois, les procureurs de l'intimé plaide que la Plante aurait assumé le rôle de conseillère de facto. Elle aurait accepté tacitement en répondant par courtoisie à l'intimé. Les procureurs de l'intimé se fondent sur l'arrêt Abou-Kazem cité au paragraphe 27 de leur mémoire. Dans cette affaire, l'avocat, en plus de lire tout le contrat pour la partie non présentée, l'a traduit de l'anglais au français. Il a aussi donné des opinions juridiques sur plusieurs clauses du contrat. La Plante n'a même jamais lu le contrat avec l'intimé. On ne peut pas assimiler le rôle de la Plante à celle de l'avocat dans cette affaire. La Plante n'a jamais joué un rôle aussi actif.
Je vous réfère également à l'affaire RC contre CT, citée au paragraphe 38. Je vous arrête. Oui. OK. Alors, si je vous suis bien, il faut que l'avocate qui est la plante aujourd'hui ait joué un rôle actif, mais en répondant à des questions, est-ce que c'est pas là jouer un rôle actif? Est-ce que nécessairement l'objet des questionnements doit porter sur des aspects juridiques? En fait, ce que je dis, c'est que pour qu'il y ait acceptation, il faut que la plante donne une opinion juridique. Si elle avait, par exemple, ce que je vous référais, c'est l'affaire RC contre CT, je crois que ça va être une bonne illustration, je vais continuer là-dessus. Donc, dans l'affaire RC contre CT, l'avocate avait lu tout le contrat pour la partie non représentée. C'est une affaire de droit familial. Le juge de la Cour supérieure n'a jamais même conclu qu'elle représentait la partie non représentée alors qu'elle avait lu le contrat. On peut donc dire que même si on lit le contrat, il n'y a pas acceptation. Il faut vraiment fournir un avis juridique. Mais l'intimé n'a jamais formulé d'offre. Il lui a demandé les intentions de son client et co-contractant. Il ne lui a pas demandé un avis juridique ou une opinion. C'est-à-dire que ma compréhension, c'est que l'intimé a porté à l'attention de votre client qu'il était surpris que le contrat comporte 24 pages compte tenu de l'aspect sommaire des échanges de courriels. Est-ce que, en posant des questions de cette nature-là, est-ce qu'il n'y avait pas implicitement une demande de conseil qui était formulée? Non, avec respect, je crois pas. Je crois pas qu'on peut déduire ça des paroles de l'intimé. En fait, ce qu'il demandait, il se demandait pourquoi son co-contractant, DataNet, voulait lui faire signer un document de 24 pages. C'est en fait le rôle de l'avocate de répondre sur les intentions de son client qu'elle représente, DataNet. Vous comprenez ce que je veux dire? De plus, les intimés plaident qu'il aurait pu avoir existence d'un mandat tacite en se fondant sur l'article 21-32. En plus de l'acceptation tacite, si ça ne fonctionne pas, donc il vous demande de conclure au mandat tacite. Pourtant, le mandat, selon le professeur Jacques Deslauriers, est une forme juridique plutôt appropriée lorsque l'avocat représente un client devant une partie adverse ou devant les tribunaux, ce qui n'est pas le cas ici. De plus, pour qu'il y ait mandat, encore faut-il qu'il y ait délégation de pouvoir et création d'un acte juridique distinct de celui ayant créé le mandat. C'est vraiment étirer l'élastique et conclure beaucoup des simples hésitations de l'intimé, de son simple questionnement. Il ne peut donc y avoir d'obligation contractuelle de conseil entre les parties. L'intimé est une partie non représentée à l'égard de la plante. Le contrat ne peut être la source de l'obligation de conseil. Quand vous dites que c'est une partie non représentée, est-ce qu'ici, on ne pourrait pas conclure que c'est un mandat qui avait été un mandat, entre guillemets, là, parce que je n'utilise pas le mandat dans le sens juridique du terme nécessairement, là. Est-ce qu'on ne pourrait pas conclure que le mandat confié à la plante est un mandat commun de préparer un contrat qui reflète l'entente déjà intervenue entre les parties? Comme pour un notaire, une situation de représentation conjointe, c'est ce que vous voulez dire? C'est ce que je veux dire, effectivement. Non, non, je ne crois pas. C'est vraiment une situation de... En fait, la plante a toujours été contactée seulement par une partie de DataNet. C'était d'ailleurs l'avocate de l'entreprise, puisqu'elle avait l'habitude de travailler, préparer les contrats. Okay. Donc, on ne peut pas assimiler les obligations du notaire à la plante. Non, je comprends, mais je vais aller un petit peu plus loin dans ma question. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, je ne pourrais pas conclure qu'à l'inverse, il y aurait peut-être un mandat de l'espérance, l'intimé, confié à son co-contractant DataNet de mandater l'avocat pour préparer le contrat en leurs deux noms? Bien, si on se réfère au fait du jugement de première instance, c'est DataNet, François Aymon, qui a contacté l'intimé pour prendre un avocat. L'intimé n'a pas l'habitude, en fait, de prendre un avocat pour conclure ses contrats. D'habitude, il procède par échange de courriel. Et même après la rencontre du 4 mars 2010, il a pensé à consulter un avocat, chose qu'il n'a pas fait. Il n'y avait donc pas le désir d'avoir un avocat. Bon, ça se dégage du jugement de première instance. D'accord? Donc, je disais que le contrat ne peut être la source de l'obligation de conseil, mais les obligations déontologiques ne peuvent pas non plus être la source de cette obligation de conseil. Je vous réfère au paragraphe 38 de notre mémoire pour la suite de ma plaidoirie. Donc, envers son client, l'avocat a une obligation de conseil et de renseignement assez étendue. L'obligation de renseignement étant inclue dans l'obligation de conseil, c'est l'accessoire en fait du conseil. C'est même l'objet même de la prestation de service et c'est aussi des obligations imposées par le code de déontologie à l'avocat envers son client. Mais envers une partie non représentée, ce qui est l'intimé pour la plante, la situation est toutefois tout autre.
Ni le Code de déontologie des avocats, ni la loi sur le barreau, ni même le Code de déontologie de l'Association du barreau canadien qui peut être utilisé comme guide, ne mentionne l'obligation d'un avocat, une obligation de conseil ou de renseignement de l'avocat envers une partie non représentée. En fait, c'est une recommandation que le Code de l'Association du barreau canadien fait. L'avocat, envers une partie non représentée, peut lui mentionner l'opportunité de consulter son propre avocat. C'est une recommandation et non une obligation civile pouvant engager la responsabilité extracontractuelle de l'avocat. Je vous cite d'ailleurs l'affaire Burrier-Pincombe de la Cour supérieure, qui est mentionnée au paragraphe 46 de notre mémoire, ou une affaire toute récente de septembre dernier, où le juge Louis Crête a mentionné que l'avocat, envers une partie non représentée, ne peut être assimilé à l'agent de la paix dans le cadre d'un processus pénal qui doit absolument dire à l'accusé, son droit de consulter son avocat. Mais est-ce que cette obligation-là ne peut pas découler du fait que les questionnements, puis elle se trouve dans une situation où elle ne peut pas raisonnablement répondre à ce questionnement-là de l'intimé en l'espèce? Oui, bien en fait, de plus, l'obligation de conseil, pour la mise en œuvre de l'obligation de conseil, doit avoir des instruments nécessaires. La plante avait besoin d'outils pour conseiller. Un de ces outils-là, elle devait connaître les besoins de son co-contractant. Oui, mais est-ce que les besoins ne sont pas énoncés dans l'échange de courriel, les besoins objectifs visés par le co-contractant? Eh bien, ça, c'est pas, la preuve ne le démontre pas. On n'a pas le contenu des fameux échanges de courriel. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que la plante a été contactée seulement par François Hémon, seulement par Datanet. Jamais l'intimé, avant la rencontre du 4 mars 2010, a eu affaire avec la plante. Tandis que la plante connaissait bien son co-contractant Datanet, elle avait l'habitude de conclure des contrats pour lui. Depuis, la condition à l'obligation de renseignement est l'impossibilité de se renseigner soi-même. L'intimé avait la possibilité de se renseigner. Il aurait pu lire le contrat. Face à un contrat de 24 pages, il n'a même pas pris connaissance et donc était négligent. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que votre cliente, en répondant à des questions, et je vous réfère au jugement page 2, paragraphe 6, là, on dit confronté à un document de 24 pages qu'il n'avait jamais lu et qu'on lui demandait de signer, l'espérance manifeste sa surprise et son inconfort à votre cliente. Et votre cliente lui répond. Est-ce que le fait de répondre n'a pas en quelque sorte réconforté l'intimé et l'a amené à, plutôt que de se dire je devrais me renseigner, a simplement signé suite aux réponses que votre cliente lui a fournies? Je vous réfère aux réponses de notre cliente. Notre cliente a répondu que la clause était standard, en fait. C'est ce qu'elle lui a dit. C'était en fait ce qu'elle croyait. Mais de dire qu'une clause est standard, est-ce que c'est pas un conseil juridique? Je veux dire, elle est avocate, elle voit ça tous les jours, elle, une clause. Pour dire qu'une clause est standard, elle réfère nécessairement à son expérience, à ce qu'elle a vu dans sa pratique. Oui. Bien, en fait, ce qu'elle a référé, c'est à sa connaissance des intentions de son co-contractant. Je vous ramène sur ce terrain-là. Parce que pourquoi la plante a répondu que la clause est standard? Parce qu'elle avait l'habitude de conclure des contrats pour Datanet. C'est standard pour Datanet, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ça. La clause était standard pour Datanet. Elle n'a pas non plus, elle n'a pas induit en erreur l'intimé, jamais. C'était ce qu'elle croyait. La clause était habituelle pour elle. Puis la clause en elle-même n'est pas... Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça fait aussi référence Parce que quand on prend les faits, je veux pas vous... Vous relancez, là, mais quand vous dites que c'est standard pour Datanet, je pense que votre cliente a aussi ajouté qu'il n'y avait pas de problème avec cette clause-là. Est-ce que cet aspect-là de ses commentaires ne pourrait pas se qualifier de conseil juridique à l'effet que c'est une clause qui n'est pas susceptible dans le futur ou dans le cadre de l'exécution du contrat d'engendrer des problèmes pour Monsieur L'Espérance? Est-ce qu'elle voulait dire, quand elle a dit « il n'y a pas de problème », elle voulait seulement rassurer l'intimé par courtoisie, en fait, mais non pas sur les obligations qu'il allait contracter. C'est là la distinction. Non pas sur les obligations déontologiques, mais plutôt sur les intentions de son client éco-contractant. C'est ici la distinction à faire, voyez-vous. Elle n'a pas informé le client sur les obligations et les droits qu'il s'apprête à contracter, mais plutôt sur son client éco-contractant Datanet. Bien, c'est-à-dire, maître, je regarde paragraphe 6, là, et je vous lis. Elle affirme, votre cliente, que les clauses du contrat proposées sont des clauses standards utilisées dans bon nombre de contrats de sous-traitance de services informatiques. Elle lui dit, il n'y a pas de problème, tout est standard là-dedans. Notre questionnement, je pense, à ma consoeur et à moi, est au niveau de l'obligation d'enseignement à partir du moment où
il y a cette situation-là et clairement un inconfort qui est manifesté par la partie, qu'elle soit ou non son client. Est-ce qu'à partir de ce moment-là et à partir du moment où votre cliente tient les propos de cette nature-là, qui sont très rassurants, je pense, pour quelqu'un qui n'est pas rompu au droit ou au juridique, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de renversement? Vous nous parlez de l'obligation de se renseigner, il y a un corollaire qui est également l'obligation pour la partie de se renseigner elle-même, mais à partir du moment où on fournit des réponses comme ça, est-ce que vraiment on peut continuer à prétendre ça? On va vous accorder 2 minutes pour qu'on réponde et conclue. OK, parfait. Donc, je vous parlais du corollaire qui est l'obligation de se renseigner. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, l'obligation de conseil est proportionnelle au degré d'instruction et d'expérience du client. Bien sûr, Laplante n'était pas avocat, on s'entend ici, mais il n'était pas totalement néophyte du monde des affaires. Ça serait faux de le dire. Laplante était un travailleur autonome qui avait l'habitude de négocier dans le cadre de son emploi. Il y a eu plusieurs contrats avant Nodama, il n'en était pas à son premier. Il y avait des contrats, mais la preuve révèle que c'était un échange informel. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de contrat au sens qui nous occupe aujourd'hui, là, un contrat de 24 pages? Non, c'est ça, justement. L'intimé aurait dû en prendre connaissance. L'intimé aurait au moins dû le lire, le contrat de 24 pages. Je vous rappelle que la lésion majeure n'est pas acceptée en droit civil québécois. C'est son obligation. Il a clairement fait preuve de négligence ici. De toute manière, la clause, et c'est un point sur lequel mon collègue va revenir, la clause 15.1 n'est pas nécessairement préjudiciable à l'intimé. La fameuse clause 15.1, elle n'est pas préjudiciable. Il fallait vraiment qu'une chaîne d'événements se mette en branle. Puis c'est là le gros problème. Si vous concluez que Laplante a eu une faute, bien, à tout le moins, il n'y a aucun lien de causalité entre les événements. Donc, je vais vous laisser mon collègue Patrick Bérubé continuer là-dessus, puis je crois que ça va vous convaincre. Merci, Maître.